Donc je vais être relativement court parce qu'en même temps je sais que voilà, l'heure du déjeuner approche. Et je vais vous parler, je vais parler quelque chose d'assez exotique, même s'il y a des choses exotiques qui ont été présentées là aujourd'hui. Je vais vous parler de ce qui se passe au Japon en termes de développement professionnel. Il se trouve que ma fille en ce moment au Japon, et je lui ai posé la question, mais qu'est-ce qui t'a le plus surpris quand tu es arrivé au Japon? Quels sont tes premiers instants, tes premières émotions en arrivant à l'aéroport? Elle m'a dit, ah bah, première chose, les toilettes, ça je ne développerai pas. Elle m'a dit ensuite, les Japonais en fait attendent en randonnion devant chaque escalator pour éviter de se bousculer quand ils prennent l'escalator. Alors, vous voyez un peu aussi la discipline, la morale et l'éthique japonaise qui participent d'une certaine manière aussi de leur système d'éducation. Mais le Japon, comme la Corée du Sud, comme Singapour, comme Hong Kong en ce moment, font un petit peu l'actualité parce que ces pays ou ces villes obtiennent de très bons résultats des élèves dans les compétences fondamentales, le lire, écrire, compter, et donc de plus en plus de chercheurs vont voir un petit peu ce qui se passe là-bas. Avant, on parlait de la Finlande, maintenant on parle beaucoup plus de l'Asie du Sud-Est. Et moi, je suis allé voir un petit peu comment c'est expliqué par la recherche internationale, et on arrive finalement à la même conclusion lorsqu'on compare ce qui se fait en Finlande ou ce qui se fait dans ces pays. C'est que, d'une part, les enseignants travaillent ensemble. Il y a des pratiques collaboratives à l'échelle de l'établissement, donc ils partagent leurs idées sur la progression pédagogique des élèves, ils partagent leurs idées sur les évaluations qu'ils mettent en commun. Ils accueillent les jeunes enseignants novices dans l'établissement. Il y a tout un mentorat qui se met en place où on échange directement sur ce qui se passe dans la classe, sur les pratiques pédagogiques. Et puis il y a quelque chose qui s'est beaucoup diffusé en Asie, mais qui est repris maintenant en Amérique du Nord et aussi au Royaume-Uni, c'est l'étude de la leçon. L'étude de la leçon, c'est parti du Japon, et comme je vous dis, ça se diffuse largement à l'international, avec des évaluations qui ont été conduites pour voir si ça avait un impact ou pas sur la réussite des élèves. Et toutes les évaluations qui ont été conduites ont montré qu'il y avait un fort impact dans l'amélioration de la réussite des élèves. La leçon, elle n'est pas imposée. Elle est libre, c'est-à-dire que c'est les enseignants eux-mêmes qui choisissent d'étudier une situation pédagogique dans la classe, et ils décident de se réunir en commun dans une école. Ça c'est d'ailleurs largement à l'école primaire au Japon, même si ça tend maintenant à s'étendre à l'enseignement secondaire. Et l'étude de la leçon, c'est conçu comme une enquête collective. C'est une enquête à plusieurs sur ce qui se passe dans la classe en termes d'apprentissage des élèves, en termes de pratiques pédagogiques, et avec l'idée qu'on va observer une situation et qu'on va échanger sur cette situation. Alors, plus qu'une simple idée de travail en commun, les enseignants fixent des objectifs et une planification commune avant de mettre en place cette séquence pédagogique. L'objectif, évidemment, est d'améliorer sa compréhension des stratégies d'apprentissage des élèves, et on a des observateurs qui peuvent être les enseignants de la classe d'à côté, mais des enseignants qui viennent d'autres établissements ou d'autres écoles. Ça peut être des observateurs, des praticiens qui cherchent d'une certaine manière d'autres voies pour changer leur pratique pédagogique dans la classe, mais ça peut être aussi des enseignants qui sont experts dans ce type d'étude de la leçon, voire des universitaires qui sont intéressés pour observer telle pratique chez tel enseignant. Le cycle d'observation, il se fait en 4 phases. D'abord, une équipe autour de l'enseignant qui va expérimenter une nouvelle pratique pédagogique, fixe des objectifs et la planification de la séquence. Ensuite, on va réaliser la leçon avec des gens qui observent dans la classe. Ensuite, on aura une discussion collective, un débriefing sur ce qui s'est passé, et ensuite on en tirera un bilan et des perspectives qui peuvent aller jusqu'à une publication dans une revue professionnelle pour les enseignants japonais. Il faut savoir que
ces publications, ça correspond à peu près la moitié de la littérature de recherche que lisent les enseignants japonais. Donc ça a un impact évidemment très très important au Japon. Quelques principes directeurs. La séquence pédagogique est vraiment centrée sur la résolution de problèmes. Elle mixe à la fois un apprentissage individuel des élèves et un apprentissage en groupe, mais préalablement à la séquence pédagogique, les enseignants vont lire de manière intensive tout ce qui a pu s'écrire sur le sujet qui est expérimenté. Donc ils vont lire plusieurs manuels, ils vont aller voir dans la littérature de recherche ce qu'on a pu dire sur telle ou telle pratique, et donc ils sont nourris d'une certaine manière de cette connaissance-là avant véritablement de se lancer dans l'expérimentation. Et la deuxième chose, c'est qu'ils anticipent les stratégies d'apprentissage des élèves. Ils anticipent ce qui va se passer dans la classe en termes d'apprentissage des élèves et ils cherchent à voir ensuite, par l'observation, si leurs anticipations étaient justes ou pas. Alors on pourrait croire que ça s'appuie sur des dispositifs technologiques très élaborés, mais en fait, on se rend compte lorsqu'on observe la leçon, la façon dont elle se passe, donc la façon dont on s'est rendu compte dans des articles de recherche ou comme on peut l'observer sur quelques rares vidéos qui circulent sur Internet. Il y a très peu de choses en fait. J'avais cherché sur des extraits vidéo, j'en ai très peu trouvé. Le tableau sert à plusieurs choses. Bon, il sert évidemment à conserver la mémoire de la leçon. Il sert à aider les élèves à se remémorer ce qu'ils ont appris au cours de la séquence, à faire et à penser. Donc le tableau joue un rôle vraiment d'interactivité avec les élèves dans la classe. Et donc on peut comparer, contraster, discuter les idées émises par les élèves sur le tableau. Et ça aide d'une certaine manière, ce tableau, il aide les élèves à organiser leurs pensées et à trouver de nouvelles idées. Donc progressivement, le tableau se remplit à travers un jeu interactif entre l'enseignant et les élèves, certains élèves allant au tableau pour écrire sur le tableau, exprimer leurs idées qui sont reprises par l'enseignant, qui invite un autre élève. Donc il y a tout un jeu interactif qui se fait autour du tableau, et le tableau joue un rôle important dans cette séquence pédagogique. L'observation. L'observation, comme vous le voyez, elle réunit beaucoup de monde. Hein, on peut avoir 10 à 15 personnes dans la classe qui vont prendre des notes. Ils prennent des notes sur ce que les élèves apprennent. Ils ne prennent pas tellement des notes sur la pratique de l'enseignant. Ils suivent véritablement ce que les élèves apprennent, les exercices qu'ils font. Certains ont des caméras ou des caméras intégrées dans leur téléphone portable. Donc ils enregistrent aussi la séquence. Et on peut avoir comme ça 15 à 20 enseignants ou experts dans la classe, et quelquefois on peut avoir 2000 observateurs sur une même école. Parce qu'il y a des enseignants qui ont acquis une forte réputation dans leur pratique pédagogique, et ça vient de tout le Japon en fait pour observer ces enseignants qui font la démonstration d'une pratique pédagogique. Les observateurs n'interagissent pas avec les élèves. C'est seulement l'enseignant qui interagit avec les élèves. Ensuite, une fois que les observations ont été prises sous forme de notes ou d'enregistrements vidéo, il y a une discussion collective qui se met en place. Alors généralement, cette discussion collective, elle est dirigée par le directeur d'école ou par le chef d'établissement ou par un universitaire. Donc on présente les intentions, on rappelle les intentions de l'enseignant et de l'équipe qui a construit la séquence. On cherche à recueillir aussi les impressions de l'enseignant au vu de cette expérimentation qui a été conduite dans la classe. On rappelle les objectifs de la leçon et aussi les questions de recherche qui ont amené à mettre en œuvre cette expérimentation dans la salle de classe. Et puis, il y a les observateurs, ensuite, qui font leurs commentaires à partir de ce qu'ils ont, à partir de leur prise de notes. Et puis, il y a une discussion qui s'établit entre l'enseignant et les observateurs
pour voir comment on peut améliorer les choses. Est-ce qu'il faut reprendre l'expérimentation? Dans quel sens? Est-ce que cette expérimentation marche? Est-ce qu'on peut la généraliser à d'autres classes, à d'autres écoles et à d'autres établissements scolaires? Et puis ensuite, il y a un repas convivial qui se fait au restaurant avec l'équipe et quelques observateurs qui ont participé à la discussion. La leçon japonaise est un outil, un instrument de ce qu'on appelle le développement professionnel des enseignants. Bon, c'est quoi le développement professionnel? C'est tout simplement partir du postulat que les enseignants peuvent produire des savoirs professionnels nouveaux en enquêtant sur leurs propres pratiques et en partageant des récits d'expérience, des analyses de la pratique, des observations de classe. Donc il faut pour cela, évidemment, collecter des données sur son environnement, sur l'environnement d'apprentissage des élèves, mais qui est aussi l'environnement d'apprentissage des enseignants. Comme on le disait tout à l'heure, se poser la question qu'est-ce que les élèves apprennent, il faut se poser la question aussi qu'est-ce que les enseignants apprennent pour mieux faire apprendre les élèves. Donc dans le développement professionnel, il y a une dimension cyclique. On revient en permanence sur la question qu'est-ce qu'apprennent les élèves, comment je peux mieux faire apprendre les élèves, qu'est-ce que je dois apprendre moi comme professionnel, et je dois le faire non pas tout seul, parce qu'on est plus armé quand on travaille à plusieurs. Donc le développement professionnel, c'est une enquête à plusieurs sur les pratiques, avec l'objectif de tester des choses nouvelles, d'évaluer leur impact dans la classe, et à partir de là, de progresser comme professionnel. Ce développement professionnel, il s'inscrit dans un groupe professionnel, comme on l'a vu, un groupe professionnel qui réfléchit à la préparation de séquences pédagogiques dans cette étude sur la leçon japonaise, mais un groupe professionnel qui peut s'inscrire dans une communauté professionnelle plus large, dans un réseau professionnel, surtout à l'heure où se développent les réseaux sociaux et on peut facilement communiquer, échanger ses savoirs professionnels et ses pratiques professionnelles avec beaucoup de professionnels qui sont sur ces réseaux sociaux. Donc le développement professionnel, c'est pas seulement enquêter sur ses pratiques, c'est développer une communauté professionnelle d'enquête sur les pratiques. Elles existent en France, elles sont évidemment beaucoup plus développées à l'étranger, et notamment dans ces pays. La question c'est, est-ce que c'est transposable en France? Alors on peut dire non, c'est pas transposable en France parce que voilà, il y a des principes confucéens qui régissent l'éducation japonaise comme l'éducation chinoise. En Chine, ils développent beaucoup aussi l'étude de la leçon, et ça ils le font depuis 15 ou 20 ans. Donc il y a des règles de discipline, de respect mutuel, voilà, d'humilité, de non-remise en cause de la hiérarchie, qui déterminent d'une certaine manière ce que sont aussi ces enseignants asiatiques. Donc moi, ce que je pourrais suggérer, c'est qu'évidemment, l'enjeu en France, c'est observer les pratiques de classe, quelle horreur, et inviter les collègues enseignants pour observer ces pratiques de classe, quelle horreur. On peut le faire en formation, ou sinon c'est une chasse gardée de l'inspecteur, mais c'est très difficile d'ouvrir sa classe. Mais on peut essayer, avec un binôme ou un trinôme d'enseignants, de faire cette observation de pratique, de développer des progressions pédagogiques communes et d'observer ce qui se passe, parce que c'est relativement riche en termes de savoir professionnel. Alors ça peut être difficile de le faire à l'échelle d'un établissement, parce que souvent on est en conflit les uns avec les autres pour des aménagements de services, pour des emplois du temps, pour définir qui va prendre la classe, qui va avoir la terminale S si je suis prof de mathématiques, et qu'est-ce qui va avoir les STNG, enfin des choses comme ça. C'est assez compliqué de travailler avec ses collègues proches, mais on peut le faire avec des collègues qui sont dans d'autres établissements scolaires où les enjeux sont différents. Et c'est sans doute par exemple le rôle des CARDI de réunir des équipes comme ça, collaboratives, qui pourraient d'une certaine manière développer cette enquête sur les pratiques dans la classe entre plusieurs établissements, par exemple entre 2 ou 3 collèges, ou entre 2 ou 3 lycées, voire entre 2 ou 3 écoles primaires. Et puis, il y a une autre façon de faire. Il y a des environnements d'apprentissage qui sont beaucoup plus ouverts que d'autres. Par exemple, à l'école maternelle, c'est relativement ouvert. C'est assez facile, si vous êtes enseignant du secondaire et un peu curieux, d'aller voir un collègue d'école maternelle,
de passer du temps, une matinée ou une après-midi, de prendre des notes sur ce qui se passe dans la classe, ce que fait l'enseignant, ce que font les élèves, qu'est-ce qu'ils apprennent. On peut le faire à 2 ou 3, et à partir de là, commencer à échanger avec les enseignants de l'école maternelle. Et si on est professeur de lycée, on apprendra beaucoup de choses sur la pédagogie et les pratiques pédagogiques. Donc c'est des choses qui sont assez faciles à faire, assez faciles à organiser, et donc c'est intéressant à faire parce que tout simplement, ça montre que ça a des effets réels sur les postures professionnelles, ça a des effets réels sur le climat, pas beaucoup de climat scolaire, mais le climat à l'intérieur de la classe, ça change la relation entre les enseignants et les élèves, et ça change l'enseignant lui-même. Hein. Donc là, il y a peut-être des leçons à tirer de cette étude sur la leçon japonaise. J'arrête là, je pense que je ne veux pas déborder les 15 minutes qui m'étaient attribuées, mais réfléchissez à ça. Et il y a beaucoup de choses qui ont été publiées malheureusement en anglais, mais je communiquerai les textes des articles de recherche sur lesquels je m'appuie. Comme ça, vous verrez que tout ça, évidemment, est appuyé par des résultats de recherche. De toute façon, je ne dis pas autre chose que ce qui est appuyé par des résultats de recherche. Voilà, merci.